Bonsoir à tous et bienvenue sur FM Télévision. Comme tous les vendredis, on vous parle santé à travers cette émission FM Santé. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de poursuivre notre débat de la semaine dernière. On continue à parler de la césarienne. Après l'accouchement, le corps de la femme se transforme évidemment. L'image du corps modifié, les séquelles physiques peuvent être nombreuses. Alors on se pose quelques questions à ce début d'émission. Que deviennent alors les corps de la femme après la césarienne? La césarienne aujourd'hui conçue comme au secours à l'accouchement, a-t-elle réellement de risque à la santé de la maman, tout comme à la santé de l'enfant? Ce sera avec notre invité à qui j'ai dit bonsoir, docteur Betou Kabatouchoua Isidore. Merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, monsieur. Je rappelle, vous êtes d'abord gynécologue à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaemo, et vous êtes également médecin superviseur à la maison médicale de Kinshasa. Alors, docteur, pour nous, c'est un grand plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission FM Santé, puisqu'on parle de la césarienne. Et qu'est-ce qu'une césarienne, docteur? Merci pour la question. La césarienne n'est autre que un des modes de l'accouchement, parce qu'il y a deux modes, ce qu'on appelle la voie naturelle, c'est-à-dire la voie basse, c'est ça la voie naturelle, et puis la césarienne qui vient au secours au fait de la voie. Donc on n'a pas eu tort en le disant au début de l'émission que la césarienne conçue comme un moyen de secours à l'accouchement de la femme. Oui, lorsque l'accouchement par voie basse ne peut avoir lieu, pour une ou une autre raison, il y a plusieurs raisons, plusieurs causes, on recourt à la césarienne pour faire sortir l'enfant. Parce qu'en ce moment, soit c'est la vie de la maman, parce que vous savez, en ce moment, il y a deux vies qui sont en jeu, celle de la maman et celle du bébé. Alors, en fonction de l'indication, c'est-à-dire du motif, de la cause pour laquelle on va faire la césarienne, on est obligé de la pratiquer pour sauver les deux, en fait, en ce moment, les deux vies. Il faut sauver les deux vies, pour plusieurs raisons. Alors, puisque vous évoquez déjà des raisons qui peuvent pousser à abandonner la voie basse pour faire recours effectivement à la césarienne, profitons-en, docteur. Quelles sont les raisons qui poussent parfois à évoquer, à indiquer carrément la césarienne? Oui, ces raisons, dans le jargon médical, nous appelons ça indication. Ça veut dire motif pour lequel on décide de faire la césarienne. Il y a plusieurs motifs, comme je dis tout à l'heure. Il y a des raisons, des indications maternelles et des indications fœtales. Il y a aussi des indications annexielles. Quand je dis annexielles, ce sont des annexes des fœtus qui sont à l'intérieur. Alors, il y a des causes chez la maman, il y a des causes permanentes, qui demandent non seulement la première, parfois la deuxième, voire la troisième césarienne, c'est surtout les bassins. Parce qu'une femme doit avoir un bassin gynécoïde, c'est-à-dire un bassin gynécologique qui peut faire passer un enfant de poids moyen, autour de 3 kg, 3 kg 500, dans la fourchette. Un bon bassin, comme nous disons, un bassin gynécoïde. Donc là, ça dépend carrément du poids de l'enfant. Du poids de l'enfant et surtout du bassin. Parce que si quand je dis le poids moyen, c'est lorsque le bassin gynécoïde, un bon bassin. Lorsque le bassin est rétréci, nous disons qu'il y a des bassins qui sont généralement rétrécis. Ça veut dire que dans les deux sens, les diamètres antéro-postérieurs ainsi que les diamètres transversaux sont réduits. En ce moment, le bébé ne peut pas passer. Parce qu'il doit passer à travers les os du bassin. Les détroits supérieurs, de passer les détroits supérieurs, descendre avec tous les mécanismes qu'il y a pour pouvoir sortir. Donc il y a déjà trois étapes. Il y a les détroits moyens, les détroits supérieurs, les détroits moyens et les détroits inférieurs. Ça, c'est au niveau du bassin. Je ne veux pas entrer dans les détails. Donc, il faut d'abord qu'au départ, que les bassins soient un bon bassin, qui peut faire passer lorsque le bassin est rétréci, par exemple, généralement rétréci, en ce moment, toutes les grossesses vont passer par la voie haute, donc par la césarienne. Est-ce que ce sont des choses qui se préparent en avance, avant le jour de l'accouchement, ou bien vous êtes très souvent surpris quand vous étudiez un cas,
comme un autre, et là vous dites carrément il faut passer par la césarienne. Il y a les deux cas, selon le moment où on reçoit la patiente. Raison pour laquelle les consultations prénatales sont très nécessaires et plus qu'importantes. Parce que c'est au cours des consultations prénatales qu'on peut mettre en évidence ce genre de bassin. Il y a des examens pour faire ça. Non seulement qu'il y a l'examen clinique quand on fait les touchés pour apprécier les bassins, les promontoires, ainsi de suite. Il y a la radiopelvimétrie. Aujourd'hui, on fait même avec l'échographie, bien spécifique pour voir les diamètres du bassin. Déjà, ça, c'est pendant les consultations prénatales. À un certain âge, par exemple au 3e trimestre, on peut déjà diagnostiquer, se dire, tiens, ici, il y a un problème au niveau du bassin. Dans d'autres cas, c'est lorsque vous recevez la patiente. Vous savez, nous recevons des patientes, par exemple chez nous à l'hôpital général, des patientes qui vous arrivent le soir, qui vous arrivent pour la première fois, vous l'examinez, vous avez des éléments du bassin qui sont, disons, les diamètres du bassin qui sont réduits, et vous pousse à indiquer la césarienne parce que le bassin en ce moment est rétréci ou bien c'est un bassin limite. Quand on dit limite, c'est lorsque le bassin est rétréci dans l'un ou l'autre sens. Mais rétréci, c'est généralement rétréci dans les deux sens de diamètre. Il y a d'autres causes de maladies. Par exemple, aujourd'hui, souvent vous entendez, on l'a opéré parce que tension m'attaque. Donc nous disons ça, c'est la prééclampsie sévère ou la toxémie gravidique. Ça, il y a des éléments. Il y a la clinique, il y a la tension, il y a les édèmes, il y a la biologie, c'est-à-dire les laboratoires, où nous avons une protéinurie, c'est-à-dire des protéines qui passent dans les urines. Lorsque vous faites cet examen d'urine, donc il y a un certain nombre d'éléments qu'on intègre. Et les chiffres tensionnels aussi, on intègre en fonction des chiffres tensionnels, c'est-à-dire quoi, il y a des limites inférieures et des limites supérieures, au-delà duquel la femme ne peut pas continuer avec cette grossesse. Là, on indique une césarienne. Et d'ailleurs, dans cette pathologie, il y a une complication majeure, c'est l'éclampsie. C'est une complication majeure de la toxémie gravidique, c'est-à-dire, vous avez souvent entendu parler de femmes pendant la grossesse et la convulsion. Donc la femme convulse. Elle convulse pendant un certain temps, c'est lié à ces chiffres tensionnels qui sont très élevés, et puis il y a tout un mécanisme qui fait qu'en ce moment, vous êtes obligé de faire la césarienne pour sauver l'enfant, si l'enfant est encore vivant, et vous sauvez aussi la maman. Alors, dans tout ça, oui, allez-y, docteur. Non, ça dit que, je disais, comme il y a des causes, je veux parler des causes permanentes, il y a des causes, par exemple, fétales, du côté du fœtus. Comme vous l'avez dit ici, si le bébé est gros, et déjà les gros bébés posent le problème. Généralement, ici, dans notre concept, les gens pensent que faire des gros bébés, c'est bon, les gros bébés sont très fragiles. Par rapport est-ce que les gros bébés ne constituent pas en quelque sorte des conséquences alimentaires de la maman? On peut dire la maman, pendant la grossesse, elle mangeait trop. C'est si, bon, le plus souvent lorsque nous avons la pathologie comme le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est ce diabète qui survient, qui apparaît pendant la grossesse. Cette dame n'était pas diabétique avant. Et puis c'est pendant la grossesse qu'on découvre avec les examens que maintenant il fait un diabète, ce que nous appelons le diabète gestationnel. Généralement chez ces dames-là, elles font des gros bébés. Il y a tout un mécanisme aussi qui fait que le bébé soit gros. Mais il y a des femmes non diabétiques qui font aussi des gros bébés. Nous avons des gros bébés et nous avons des macrosomes. Ça veut dire au-delà des gros bébés. Quand vous avez plus de 4 kg 500, 4 kg 400, 4 kg 500, vous allez passer, nous avons parfois même de 5 kg. Moi, j'ai eu déjà dans ma carrière même 6 kg. Donc là, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, passer par la césarienne. Par la césarienne. Et comment c'est pendant les consultations prénatales, il y a des examens biologiques de labo et surtout l'échographie. L'échographie aujourd'hui est indispensable au gynécologue obstétricien parce qu'il nous donne un certain nombre d'informations, beaucoup d'informations qui orientent l'obstétricien, les gynécologues,
il y a des informations décisionnelles. Par exemple, si vous avez un 5 kilos déjà, il faut expliquer maintenant à la femme, au couple, pour leur dire, voilà, voici les éléments que nous avons. Ces éléments ne nous permettent pas de vous laisser accoucher par voie basse. Parce que ce bébé ne pourra pas passer. Alors j'avais une question, docteur. Vous avez souligné l'importance des consultations prénatales et qu'il faut en tout cas l'organiser avant l'accouchement. Mais comment ça se passe pour une femme qui, par exemple, suivait ses consultations à Kinshasa et pour une raison de déménagement, elle se trouve à Lubumbashi? Et comment ferait-elle, cette femme, voilà, après l'accouchement, puisqu'elle a suivi ailleurs ses consultations prénatales? Bon, en principe, ça ne pose pas de problème lorsqu'elle arrive avec des documents. C'est-à-dire, si ces consultations prénatales sont documentées, qu'est-ce que je veux dire par là? Elle a des éléments. Elle a sa carte de consultation prénatale sur laquelle on note tout ce qui est important, la hauteur utérine, la tension, son poids. Il y a tous ces éléments que nous notons au niveau de la carte de consultation prénatale. Si elle a par exemple des protocoles ou les résultats d'échographie, et là aussi les résultats des labos, hein? Ça, ce n'est pas un problème pour le médecin qui le reçoit. Il regarde les éléments qui ont été faits avant. Mais parfois, nous jugeons des médecins qui reçoivent nos femmes pour l'accouchement quand ils exigent la documentation. On trouve que parfois c'est trop dur. Or, c'est important. Il faut que la femme ait sa documentation. Absolument. Mais comment? Attendez. Les médecins, ce n'est pas un dieu. Il ne peut pas deviner. Hein? Nous demandons ça pour nous faire une idée de ce qui s'est passé avant. Comment a évolué sa tension, par exemple. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la toxémie, de l'hypertension qui survient pendant la grossesse et tout comme ça. Donc, on voit la courbe, on voit ce que bien évolué. La hauteur utérine, c'est très important lorsqu'on voit. Donc, si nous avons ces éléments-là, et puis nous allons l'examiner. Nous faisons maintenant, le médecin qui la reçoit, fait maintenant son examen clinique et obstétrical. Ok? Il a maintenant ces éléments en comparaison avec. À ce moment, il peut se faire une idée. Si malheureusement, ce qui arrive très souvent, la gestante n'a pas ces documents, hein, évidemment, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui les reçoit refait ses examens. La biologie doit s'assurer de sa glycémie, s'assurer de son hémogramme, c'est-à-dire surtout son hémoglobine et tout, les urines, est-ce qu'il y a l'échographie. Si l'échographie n'a pas été réalisée, on fait l'échographie pour se faire réaliser. C'est en fonction de tous ces éléments que le médecin va prendre sa décision. Le laisser accoucher par voie basse ou faire la césarienne. Alors, je vous rappelle, si vous nous prenez en cours, nous recevons pour vous le docteur Isidore Bétou qui répond justement à vos... Il va répondre à vos questions tout à l'heure. Donc, vous avez la liberté de nous écrire sur notre page Facebook. Tapez Fondation Maloba Télévision. J'en lirai quelques-unes de vos questions pour agrémenter en tout cas cette émission. Je vous rappelle qu'on parle de la césarienne. Est-ce que le corps de la femme reste le même? Le docteur va répondre tout de suite à cette question. Mais puisqu'on parle de la césarienne, docteur, on a combien de types de césarienne? Bon, excusez-moi. C'est-à-dire quand nous faisons la césarienne, il y a en fonction de l'indication, la césarienne segmentaire basse et la césarienne corporeale. Ça veut dire quoi? La césarienne segmentaire basse, on ouvre au bas de l'utérus, au niveau du segment inférieur. C'est là où on ouvre l'utérus. Après, évidemment, avoir ouvert l'abdomen, enfin, il y a plusieurs tissus, hein, plusieurs étapes pour arriver à l'utérus. Dès qu'on ouvre l'utérus, en bas, ça c'est la césarienne segmentaire basse. Et la césarienne corporeale, lorsque l'accès au niveau du segment inférieur n'est pas possible, par exemple lorsqu'il y a eu des antécédents, des interventions chirurgicales, vous ne savez pas accéder, il y a des adhérences, vous ne savez pas accéder, en ce moment on fait une césarienne corporelle. Ça veut dire on ouvre le corps comme on ouvre l'utérus, comme on ouvre la papaye. C'est ça en fait les deux des sortes. Mais on apprend quand même que la femme peut librement solliciter une césarienne et par peur peut-être de ne pas supporter la douleur. Est-ce qu'il y a des césariennes qui se préparent en avance dès la première consultation de la femme, où je dirais la femme est déjà préparée à accoucher par césarienne? Est-ce que ça existe?
Bon, pour la première partie de la question, ce sont les césariennes par convenance. Et souvent, ça se passe en Occident. Je vous donne un exemple, il doit aller à la plage, il doit aller en vacances au mois de juillet. Il arrive à terme, bon, peut-être au mois de juin, vous savez, la plage pour eux c'est quelque chose de très important. Très spécial. Il peut, en ce moment, parler avec son médecin, il peut faire ça. Vous savez, j'ai suivi un documentaire sur une région de la France, en France plutôt, où pratiquement 90% de femmes accouchées par césarienne. Il y a ça. Il y a aussi la peur de la douleur. Ouais. Vous savez, c'est le créateur qui a fait, la femme va accoucher par de douleurs. Elle aura des douleurs, des contractions que nous appelons, des contractions utérines, elle aura des douleurs. Il y a certaines femmes qui ne supportent pas ça, qui ne supportent pas les douleurs. Vous savez, chez nous, c'est encore différent. Même quand nous étions à l'extérieur pour les études, on a pu constater la plupart de femmes, de gestantes africaines, subsahariennes, voire même en Afrique du Nord, souhaitaient accoucher par voie basse. Par contre, la plupart de femmes européennes ne supportant pas la douleur, aujourd'hui on ne fait pas toujours la césarienne pour ça. Il y a une anesthésie qu'on fait, la péridurale. On fait une anesthésie locale, la péridurale. Hein? Oui. Ça casse, si vous voulez, tout ce qui est le bas. Alors en ce moment, elle peut accoucher par voie basse. Donc elle ne sent pas de douleur, il y a des contractions. Nous surveillons sur un moniteur, donc un monitoring fœtal, le rythme cardiaque du bébé ainsi que les contractions, le rythme des contractions. Et en ce moment, elle peut accoucher par voie basse. Donc, oui. Donc c'est possible qu'il y ait la femme demande pour une raison ou une autre. Mais par contre, il y a des césariennes itératives, c'est-à-dire que obligatoires. Une femme qui a déjà subi, par exemple, 2 césariennes. Je commence par 2 césariennes. Il est conseillé, ça c'est en médecine, de faire, pour la 3e grossesse, de faire la césarienne. Pourquoi? Parce que le risque de rupture utérine est assez important. La rupture utérine, ça veut dire quoi? Là, il y avait la cicatrice antérieure ou les 2 cicatrices antérieures. Et lors des contractions, si les contractions parfois sont très fortes, la femme peut, cette cicatrice peut s'ouvrir. C'est-à-dire à des césariennes, la femme est conseillée pour le 3e accouchement encore par césarienne. Oui, il faut préparer, il faut la préparer. Mais il n'y a pas de conséquences, docteur. On a attendu, je ne sais pas si c'était quelle théorie, on nous disait déjà à des césariennes, on conseille à la femme de ne plus mettre au monde et qu'il y avait énormément de risques. Ça dépend des écoles. Hein. Ça dépend des écoles. Il y a des écoles, quand je dis écoles, les écoles de médecine, il y en a qui vont jusqu'à 3. Moi, je suis arrivé jusqu'à 4. On conseille. Il y a des éléments très importants qu'il faut. Si par exemple il y a eu une césarienne qui avait posé des problèmes, s'il y a eu par exemple une césarienne qui a été indiquée pour raison de santé, par exemple pour la toxémie, hein, en ce moment, on voit l'évolution de la grossesse actuelle et on peut prendre une décision, c'est dire bon, on va faire la césarienne ou pas. Et puis on peut conseiller en ce moment. Oui. Pour la 3e grossesse, on va leur dire oui, ce sera une césarienne. Et puis, vous allez leur conseiller, vous devez leur parler de la contraception. En général, les différentes méthodes de contraception et le couple va choisir. Il y en a d'autres qui veulent une contraception, disons, provisoire. Ou, par contre, il y a des contraceptions définitives. Là, en ce moment, au moment où vous allez ouvrir, vous ligaturez les trompes. Ça, c'est définitif. D'autres temporaires, on peut mettre les stérilets, on peut mettre les implants, on peut prendre la pilule, les trucs comme ça. En ce moment, vous leur parlez. Et la méthode, vous allez voir en fonction de la femme, la méthode la plus appropriée pour elle. En ce moment, il faut conseiller à la femme pour une contraception. Mais quand vous avez déjà 3 césariennes... Alors, docteur, tout à l'heure,
répondre à nos questions principales. Je rappelle tout à l'heure, je vais lire quelques-unes des questions de nos téléspectateurs. Donc, vous êtes là pour nous répondre. Mais finalement, je pose cette question et elle est la principale de l'émission. Que deviennent réellement le corps de la femme après la césarienne, docteur? Est-ce que ce corps est toujours les mêmes? Vous savez, une césarienne, c'est une intervention chirurgicale. Ok? Oui. Comme toute intervention chirurgicale, il y a parfois des conséquences immédiates et des conséquences lointaines. Mais en général, d'une manière générale, lorsque la césarienne est bien pratiquée, lorsque l'indication a été bien mise en évidence, la césarienne bien pratiquée, en principe, ne pose pas de problème par la suite. Les suites post-opératoires, lorsque les suites post-opératoires se passent correctement, il n'y a pas de problème. Le corps de la femme ne change pas. Je ne sais pas qu'est-ce que les téléspectateurs entendent par changer. Parce que souvent, c'est quoi? Ils pensent que, bon, sur le plan de la sexualité... Oui, justement, on va arriver. Mais par exemple, pour un homme qui vit ses moments d'intimité avec sa femme n'avait pas de cicatrices, et la cicatrice apparaît justement après l'opération. Est-ce que ça ne change pas sur le plan psychologique à l'homme de voir sa femme comme ça? Tu peux la traiter avec pitié. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par pitié. C'est-à-dire que, évidemment, après une césarienne, on ne va pas avoir des rapports tout de suite. Il faudrait que le corps de la femme, entre guillemets, reprenne son état initial à la grossesse. Il faut combien de temps, pratiquement? Généralement, nous conseillons comme toute contraception, c'est-à-dire après ces règles, les retours de couche. Donc, quand elle voit ces règles, le cycle reprend normalement, mais la cicatrice est là, elle évolue, elle va très bien se cicatriser. C'est-à-dire que le rapport peut intervenir. Parfois, nous leur disons, ça dépend des personnes, 2 ou 3 mois. Certains même n'arrivent pas, 1 mois et tout ça. Donc, mais quand vous dites les maris doivent avoir pitié, ça dit qu'une femme, c'est un être humain. Nous sommes des êtres humains. C'est pas, excusez-moi les termes, c'est pas une vache qu'on a coupée, non. Et là, il y a parfois des douleurs qui persistent. Même nous, même les mamans, lorsqu'elles préparent, après s'être coupées, les doigts, tailler les doigts au moment où elles coupent ses oignons. Mais la cicatrice, après la cicatrisation, parfois la plaie est sensible. La cicatrice peut être sensible aussi. Ouais, la cicatrice mais la césarienne, en réalité, docteur, n'a pas de conséquences sur l'aspect sentimental de la femme. C'est-à-dire, une femme après césarienne ne peut pas perdre aussi sa libido. Justement, parce que en préparant l'émission, docteur, permettez-moi, j'ai reçu un témoignage d'un homme qui a dit, après la césarienne, j'ai perdu complètement ma femme, elle ne ressent plus rien, et de moins en moins, elle a peur de faire les rapports avec moi. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, une césarienne bien réalisée ne pose pas de problème. Sur le plan de la libido, si elle ne ressent rien, c'est surtout psychologique. Vous savez, chez une femme, l'intégrité de son corps est très importante. Je ne veux pas entrer, peut-être une autre fois, nous allons faire une émission là-dessus. Par exemple, pour les seins, une femme chez qui on a amputé un sein, on a fait une mastectomie, voyez, elle a perdu l'intégrité de son corps. Et ça, c'est surtout sur le plan psychologique. Elle a peur, se dit, est-ce que ça va aller, est-ce que je suis encore comme j'étais? Non. Est-ce que je vais encore séduire? Voilà, toutes ces questions. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, parce que c'est la séduction et la libido sont des choses différentes. Séduire, elle va toujours séduire son mari. Ça, c'est pas un problème. Un mari ne va pas refuser sa femme ou bien ne plus avoir envie de sa femme parce qu'elle a subi une césarienne. C'est pour ça que je dis c'est plus psychologique. C'est plus psychologique. Et ce n'est pas surtout. C'est vrai qu'il y a des femmes chez qui il y a des douleurs, comme j'ai dit, elle a des douleurs. Parfois, là, même en dehors d'une césarienne, lorsque votre épouse a des douleurs, vous n'allez pas exiger ou bien être toujours branché pour avoir de rapport. Il faut la comprendre. C'est un être humain comme vous et moi. Donc, il y a des moments où elle peut avoir... C'est comme même après un accouchement, par voie basse. Il ne faut pas y aller rapidement, non.
il faut laisser le temps à la femme de récupérer. Alors au début, j'ai parlé de la transformation du corps de la femme. Est-ce qu'il y a aussi des transformations négatives après la césarienne, par exemple? Quand vous parlez de transformation, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Il faut faire la différence. Il y a des conséquences, ou des séquelles après une césarienne. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une césarienne physique, non, oui, mais les séquelles physiques, généralement la césarienne est faite, comme j'ai dit tout à l'heure, en bas. Ok? Donc, d'ailleurs, pour la plupart de nos mamans, vous savez, ce ne sont pas à la plage. Il n'y a pas une cicatrice. Et aujourd'hui, avec on a tendance à faire davantage une incision au bas de l'abdomen, ce qu'on appelle l'incision de phanécée. C'est-à-dire c'est une ligne. D'ailleurs, lorsqu'on fait la suture, on fait sous la peau, endodermique, on fait sous la peau. Et lorsque la plaie se cicatrise, c'est juste une ligne, comme quand vous vous blessez avec un couteau dans la cuisine. C'est toute une ligne. Ça, c'est l'intégrité physique. Mais l'intégrité physique, d'une manière générale, elle n'est pas affectée. Mais docteur, vous serez d'accord avec moi si je vous diriez, par exemple, que l'accouchement par voie basse ou par césarienne, si la femme n'est pas bien récupérée, c'est là des conséquences sur son corps. Oui, sur son corps, c'est surtout... J'ai parlé des séquelles à un moment. Oui. Bon, ça veut dire que les conséquences, comme j'ai dit, il y a des séquelles ou des conséquences... les séquelles, c'est plus tard. Les conséquences immédiates en post-opératoire, c'est souvent lorsqu'il y a eu une infection. Ça veut dire quoi? La plaie peut s'infecter. La plaie opératoire, ça c'est superficiel. On va soigner la plaie jusqu'à ce que la cicatrisation se fasse au bout d'un certain temps. Donc, comme nous disons, ce sont des conséquences qui peuvent amener à la mort. La maman, par exemple, ou le bébé. J'en arrive. C'est-à-dire que ça, c'est superficiel. Je parle de l'infection d'une manière générale. Elle peut être superficielle, comme elle peut être aussi à l'intérieur. Ça veut dire une péritonite. Une péritonite, ça veut dire c'est du pus qui s'accumule dans la cavité péritonéale, dans le ventre. Si je peux utiliser ça. Là aussi, on peut avoir des conséquences. Lorsque, vous savez, il y a des césariennes qui sont faites dans des conditions ne respectant pas la sepsie, à ce moment, on peut avoir cette infection. Le matériel qui a été utilisé n'est pas bien stérilisé, on peut avoir cette infection. Là, généralement, c'est au cours de l'hospitalisation. Au 2e, 3e, voire 4e jour, on peut déjà mettre en évidence si on est vigilant, parce qu'on doit surveiller la femme chaque jour, l'examiner. Voilà. Ça, ce sont des conséquences immédiates. On peut juguler, si c'est la plaie, on fait le pansement jusqu'à ce que la plaie guérisse. Et si c'est une péritonite, vraiment carabinée, il y a beaucoup de pus, on ouvre de nouveau, on vide les pus, on nettoie correctement. Si l'utérus est viable, on nettoie très bien, on laisse les drains pour faire couler les liquides et puis les choses reviennent à la normale. Bon, les séquelles qu'on peut avoir, on peut avoir des adhérences. Les adhérences peuvent survenir. Les adhérences sont en fait des accolements, des cols des tissus qui sont parfois des intestins, collent au niveau de l'utérus, parfois au niveau des trompes, au niveau de la vessie. Ça peut arriver. Très souvent, d'ailleurs, quand on a des adhérences, il y a des douleurs. Mais, pour répondre à votre question, d'une manière générale, l'intégrité de la femme après une césarienne est présente. Il n'y a pas de séquelles, elle ne reste pas, excusez-moi, handicapée. Non, elle ne reste pas handicapée. Elle garde sa libido, tous ses sentiments sur le plan de la sexualité, tout est conservé. Et je vais poser une autre question. Est-ce que ces conséquences peuvent amener à la mort? Ah oui. Oui. D'ailleurs, en péropératoire, pendant l'intervention chirurgicale, c'est très important. Parce que vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une intervention. Et en obstétrique, c'est classé parmi des interventions majeures. Parce que nous avons des interventions mineures et des interventions majeures. La césarienne est comptabilisée parmi les césariennes, les interventions majeures. Et ce qui peut arriver pendant l'intervention
Le plus souvent, c'est quoi? C'est lorsque l'hémorragie est importante. Il faut pouvoir maîtriser l'hémorragie. Si l'hémorragie n'est pas maîtrisée, vous pouvez perdre la femme. Ça, c'est pendant l'intervention. En post-opératoire, comme je dis, l'infection, une péritonite peut aussi emporter plus tard. Voilà un peu. Alors, merci. Je rappelle, nous avons le docteur Isidore qui répond en tout cas à notre question. Ce sera l'occasion, docteur, si vous le permettez, de prendre quelques questions de nos téléspectateurs. Ils sont nombreux d'ailleurs. Nous sommes un petit peu débordés avec les questions des téléspectateurs. Bon, je vais quand même poser quelques-unes puisque là, nous avançons lentement et sûrement vers la fin de ces missions. Là, je sous mes yeux la question de Jérémy qui nous écrit depuis Bandal. Il demande, docteur, la cicatrice reste visible pendant combien de temps après la césarienne? Est-ce qu'elle peut disparaître un jour? C'est la question de l'auditeur. Bon, tout dépend de chaque individu. Je vais dire, je vous donne un exemple. Vous voyez, parfois chez les hommes, vous voyez ce qu'on appelle les kéloïdes. Après les âges de il y a des peaux comme ça qui ne supportent pas, entre guillemets, de plaies, et cette cicatrice peut perdurer. Bon, mais la cicatrice reste. Si elle est, comme j'ai dit, si la césarienne est bien faite, la cicatrice reste, c'est à peine une ligne, où là, si on avait fait des points séparés, juste là, elle ne disparaît pas comme ça, comme lorsqu'on se coupe. Non, même d'ailleurs, même lorsqu'on se coupe, moi j'ai des cicatrices ici depuis de 20 ans. Donc, mais est-ce que la cicatrice en soi nécessite aussi un suivi? Oui, on surveille la cicatrice, parce qu'il y a des bonnes cicatrices, il y a des cicatrices vicieuses. Hein? Par exemple, lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plaie s'est infectée, la cicatrice ne s'est pas faite en première intention, c'est-à-dire directement. Il a fallu un certain temps pour que la plaie bourgeonne, c'est-à-dire que ça remonte, et pour qu'il y ait une cicatrisation. Ça reste. Ça reste. Lorsqu'il y a une deuxième intervention, on fait l'ablation de cette cicatrice, c'est-à-dire on enlève, allez, on refait une nouvelle cicatrice bien droite ou bien courte. Alors, Marie, depuis le métier, docteur, elle veut savoir, la femme peut accoucher par voie basse après une césarienne. C'est possible. Oui, merci pour la question, c'est très important. En principe, lorsqu'on fait, une femme a subi une césarienne, on lui donne la chance, elle peut accoucher par voie basse 2, 3, 4, 5 fois. Donc, il peut toujours accoucher. Hein? Tout dépend, vous voyez, de l'indication de la première césarienne. J'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas cité toutes les interventions, donc je n'ai pas été exhaustif, il y en a beaucoup. Si c'était un placenta prévia, c'est-à-dire un placenta qui obstrue le col pour que le bébé passe pour ça, hein? Ça c'est accidentel. Donc elle peut accoucher par voie basse. Par contre, si c'est une indication permanente, comme j'ai dit les bassins, là obligatoirement on va faire ça. Donc, en résumé, après une césarienne, la femme peut accoucher. Peut accoucher 1, 2, 3 fois. Mais à condition que la césarienne soit faite dans les bonnes conditions, là, ça permettra à la femme peut-être. Mais c'est une obligation pour les chirurgiens, c'est une obligation pour l'hôpital de faire la césarienne, comme toute intervention d'ailleurs, dans de bonnes conditions. Surtout d'asepsie. Donc, qu'il n'y ait pas de germes, qu'il n'y ait pas risque d'infection. Donc, tout ce qu'on va utiliser doit être stérile. Les habits, les tenues qu'on a, les linges qu'on met, tout doit être stérile pendant l'intervention. Et même en post-opératoire, on doit bien surveiller la scène. Il y a même une dame qui nous a fait un témoignage en disant que sa plaie a été très longue que prévu, ce qui fait que la cicatrice le soit également. Mais ce sont des erreurs qui arrivent aussi de non, mettre parfois, et que vous vous trompez aussi, docteur. Vous savez, pour une césarienne, il n'y a pas de mesure. Hein. Je veux dire, on mesure, on se dit non, il faut 5 cm pour la plaie, il faut 10, non. On ouvre le ventre, généralement quand on fait une césarienne, une laparose sous-ombilicale, on part de l'ombilic, la motolo, jusque vers le bas au niveau du pubis. On ouvre. Parfois, on peut être amené à prolonger
lorsque, par exemple, c'est un gros bébé, lorsque vous avez des difficultés pour faire sortir cet enfant-là, hein, et qui ne sait pas passer à travers la brèche, cette ouverture-là, nous sommes parfois amenés à prolonger, à contourner un tout petit peu l'ombilic pour extraire l'enfant. La même chose pour les phanestyles. On peut prolonger. Mais il est recommandé, attention, d'éviter de faire de toutes petites incisions, parce que vous aurez des problèmes pour l'extraction du bébé. Vous voyez, les bébés. Vous aurez des problèmes pour l'extraction du bébé. Alors là, le risque, c'est quoi? C'est de prolonger l'incision de l'hystérotomie. C'est-à-dire, là, on a coupé l'utérus. Vous risquez de prolonger. Et le risque, c'est quoi? Quand ça se prolonge plus loin, il y a l'artère utérine qui est là, il y a les risques de rupture, et l'artère utérine, c'est l'artère principale qui nourrit l'utérus et tout ça. Donc, il y a ces risques. Donc, il faut éviter de faire surtout pour la césarienne, de faire des petites incisions. Je ne dis pas qu'il faut en faire des longues, mais il faut en faire suffisamment. Oui, être juste pour faire sortir l'enfant. Il y a Sylvie à Brazzaville, je vous rappelle, docteur, nous sommes très suivis et là-bas, qui voulait savoir si on peut réclamer la césarienne. Je crois Sylvie, le docteur avait déjà répondu à cette question. Mais Madeleine qui nous dit, la césarienne, y a-t-il des risques pour la maman comme pour les bébés? Est-ce qu'il y a des situations qui favorisent la maman au détriment de l'enfant, ou ça peut être qu'il faut sauver nécessairement l'enfant et sacrifier la maman? Ah oui, il y a des situations dans lesquelles on fait une césarienne. Il faut faire les choix. Choisir la maman, donc soit le bébé. Oui, la maman d'abord. Hein, choisir la maman. Lorsque nous savons déjà que les bébés là-bas, ça ne va pas. Je donne un exemple. Nous avons un DPPNI. Un DPPNI, c'est-à-dire c'est un décollement du placenta qui est normalement inséré. Il se décolle. Parce que le placenta se décolle après la sortie du bébé. Même par voie basse ou bien après la césarienne. Mais ici, nous sommes encore, avant parfois même le début du travail, les placentas se décollent. Et lorsqu'ils se décollent, le bébé n'est plus suffisamment nourri, c'est-à-dire perfusé par le sang. Il peut entrer en souffrance fœtale et mourir. En ce moment, nous faisons, lorsque par exemple il y a une hémorragie importante, le bébé est déjà décédé, il y a déjà une mort in utero, donc à l'intérieur, ça c'est une priorité pour la maman. Il faut vite, on fait la césarienne pour sauver la maman. Et à ce moment qui décide, c'est le médecin? C'est le médecin qui décide. C'est le médecin parce qu'il y va, c'est la vie de la maman qui est en danger. Mais quand même, ça va se décider en informant le futur papa, par exemple. On informe, il faut informer. Bon, très souvent, vous savez, dans notre milieu, les femmes viennent seules. Elle vient avec sa soeur, sa maman, ou je ne sais pas, parfois seule, elle vient de très loin, surtout dans un hôpital général comme le nôtre, elle vient de très loin. Mais le médecin a le devoir d'informer, leur dire que bon voilà, la situation est celle-ci, nous faisons la césarienne pour la maman. Il y a plusieurs situations où parfois on doit sauver les bébés parce que la maman, ça ne va pas, nous savons que sa vie est en danger, voilà, et qu'elle peut casser la pipe, excusez-moi le terme, elle peut casser la pipe très rapidement. Là, vite, il faut faire sortir l'enfant. Comprenez? Mamie s'interroge, faut-il combien de temps pour récupérer d'une césarienne? Je crois que le docteur a répondu à cette question. Psychologiquement, ça c'est la question de notre téléspectateur. La césarienne laisse-t-elle des traces psychologiquement quand on a été soumis à une très forte douleur, par exemple? La douleur, bon, attendez. Ça, la douleur, c'est avant la césarienne, hein, pendant les contractions. Comme j'ai dit, il y a des femmes qui ne supportent pas ou qui supportent difficilement les douleurs. J'en ai vu qui ont poussé par voie basse, mais pendant les contractions, c'est vraiment terrible. Alors, les douleurs post-opératoires, en principe, c'est dans les 24 heures que ces douleurs disparaissent. Pourquoi? Parce que on met toutes les batteries en marche, on met tous les médicaments nécessaires pour casser la douleur. Parce que pendant l'intervention, elle est sous anesthésie. À ce moment, on peut réclamer les antidouleurs, je crois. Mais oui, c'est pour ça que je dis toutes les batteries, on met tout ce qui est antalgique, qui est anti-inflammatoire, on donne les antibiotiques et tout qu'on sort pendant les 24 premières heures. Généralement, vous savez, c'est après l'intervention, lorsque les effets d'anesthésie s'estompent. Maintenant, la femme commence à ressentir des douleurs.
C'est en ce moment que on met tous les médicaments nécessaires pour diminuer l'intensité des douleurs progressivement. Parfois, dès 24 heures après, on l'opère aujourd'hui, demain elle est debout. Moi, j'ai déjà vu une qui... On l'opère le matin, le soir, elle était debout. Voilà. Alors, il ne reste pas beaucoup de minutes. On va terminer avec cette toute dernière série de questions des téléspectateurs. Chancelier depuis Bukavu, docteur, elle veut savoir, est-ce que pendant l'opération, la femme ressent quelque chose? La femme est sous anesthésie. Ok, très bien. Attention, la femme est sous anesthésie. Elle n'a pas de douleur, elle ne ressent pas de douleur pendant l'opération. Elle est quand même consciente. Oui, parce que quand on fait une anesthésie locale, on fait une rachée ou une péridurale, c'est-à-dire au niveau de... Vous pouvez parler avec elle. Hein. D'ailleurs, l'anesthésie est à son chevet pour la surveiller, parler, voir l'état de conscience, surveiller tout ça. Vous pouvez parler à ça. À moins que qu'on fasse une anesthésie générale. Là, en ce moment, elle dort. Oui. Donc, mais à la fin de l'intervention, elle peut sentir que vous bougez quelque chose. Nazoyo kiloko bozo bouger ngandenge bozo bouger. Mais mozo capacité parce que ça ce sont deux choses différentes. Sentir et ressentir la douleur, c'est deux choses différentes. Mais il y a quand même une question intéressante, c'est Fabrice qui nous écrit. Il précise qu'il est futur papa, il le sera pour bientôt, d'ailleurs il attend un bébé, il me pose la question, docteur, pendant l'opération, le futur papa peut être présent et accompagner sa femme? Oui, dans certaines, c'est pas interdit. S'il exprime cette intention d'être là pendant l'accouchement, en fait c'est un accouchement, hein, par voie d'accouchement, par voie basse ou même par césarienne, il n'y a pas de problème. On lui donne la tenue appropriée. Hein, elle assiste à cette intervention. Léonie Kabedi veut savoir, docteur, à quel moment la douleur va-t-elle se faire sentir après l'opération? J'ai dit tout à l'heure, après l'anesthésie. Okay. Lorsque l'effet de l'anesthésie, parce que l'anesthésie n'est pas éternelle, hein, on donne une dose appropriée pour un laps de temps bien déterminé. Hein, prenons en moyenne 45 minutes ou 60 minutes, hein, tout pour une césarienne. Hein. C'est après l'effet de l'anesthésie que la femme peut ressentir des douleurs. Une autre question d'une téléspectatrice, Esther. Voilà, depuis Mwanda, après combien de temps dois-je me mettre debout après l'opération? Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend. On peut être opéré les matins, les soirs, les soirs, il y a d'autres. Bon, généralement, pour éviter que souvent l'histoire de vertige ou même liée à une conséquence d'une perte importante de sang, de vertige, normalement on ne se met pas debout directement. Elle peut se relever, hein, s'asseoir au bord de son lit, hein, détendre, parce qu'elle a encore la sonde. La sonde urinaire, c'est pour recueillir les urines. Et nous contrôlons la quantité pour savoir, elle a reçu telle quantité de liquide ou de sang, elle en a perdu combien. Et ça, c'est très important pour que nous fassions le bilan in-out. Donc, ce qui entre et ce qui sort. Ce bilan doit être positif, suffisamment perfusé. Et lorsque ce bilan est positif, il peut se mettre sur le lit et puis sur la chaise, parfois tout doucement. Tout dépend d'une personne. Je vous donne, j'ai une de nos infirmières opérée aujourd'hui. Le lendemain, elle était en train de rincer les couches de son bébé. Waouh. Là, ça prouve réellement que l'opération a connu une grande réussite. Oui, donc ça dépend d'une personne à l'autre. Voilà. Pour terminer, il y a Gisèle, il y a beaucoup de questions, on s'est obligé de s'arrêter là. Comment prendre soin de sa cicatrice après l'opération? Est-ce qu'il y a une façon particulière de savoir immédiatement après l'intervention d'ailleurs, parce qu'il y a un pansement, pour éviter que la plaie s'infecte, il y a un pansement. Lorsqu'on enlève le pansement, généralement nous demandons aux patientes de ne pas mouiller la cicatrice tout de suite, parce que les tissus étant encore mous, hein, ça peut fragiliser la césarienne et favoriser l'infection. Nous leur disons de se laver, de prendre la douche et de ne pas mouiller la cicatrice. Et sur la cicatrice, généralement, nous leur demandons de passer par exemple un désinfectant comme alcool dénaturé, et bien mettre un sous-vêtement, laisser la plaie souvent à l'air libre pour que la plaie se cicatrise très rapidement. Alors, j'ai eu notre témoignage juste avant l'émission.
d'un téléspectateur qui nous suit depuis Gabon. Eh bien, il nous fait une confidence. Il a eu des rapports sexuels avec sa femme avant les délais, comme voilà, exigé par les médecins, c'est-à-dire les médecins avaient demandé plus ou moins 9 à 12 mois. Et il n'a pas pu résister, respecter. Il demande est-ce qu'il n'y a pas de conséquences pour sa femme. Bon, c'est ça, c'est pour ça que nous disons, tout à l'heure j'ai dit, la femme c'est un être humain comme vous. Nous les hommes, nous devons comprendre ça. La femme c'est un être humain comme nous. Ce qu'elle ressent pendant la grossesse et même après une intervention chirurgicale, ce n'est pas la même chose que nous. C'est vrai, nous pouvons compatir, mais ce que prothèse dans le beaucoup, nous avons nos capacités. C'est différent. Donc une césarienne qui survient en deçà de ces délais de 12 mois appelle très souvent une césarienne. Parce que la cicatrice risque aussi, lors des contractions, de s'ouvrir. Donc on peut avoir une rupture. C'est ainsi que lorsque cet espace que nous appelons l'espace intergénésique, donc si elle est courte, et elle est courte, cet espace, en ce moment, on fait une césarienne. C'est ça le conséquence. Moi, j'en ai déjà connu dans ma carrière. 4 mois après la césarienne, c'est une grossesse. Ah, docteur Longola, non, moi je ne fais pas ce genre de choses, je ne peux pas. Nous allons surveiller jusqu'à la fin. Alors, comme pendant cette période d'observation, on ne peut pas faire les rapports sexuels, docteur, mais on peut profiter des préliminaires. Profiter des préliminaires, les rapports sexuels, vous pouvez les faire avec, en prenant les précautions. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la contraception. Donc après la césarienne, il faut expliquer les différentes méthodes de contraception. Aujourd'hui, vous avez les plus faciles, les condoms qu'on utilise. Hein? On peut mettre un stérilet. On peut mettre un stérilet pour éviter une grossesse précoce, hein, avant les délais de 12 mois. On va terminer dans 2 petites minutes. Docteur, pourquoi la césarienne coûte cher? D'ailleurs, ici, chez nous, la césarienne ne coûte pas cher. Oui. Parce que vous l'avez reconnu au début, c'est une opération comme toute autre, mais pourquoi on a l'impression que c'est parfois exagéré? Bon, c'est vrai, c'est le pouvoir d'achat. Hein, c'est notre pouvoir d'achat qui fait que on trouve que c'est excessivement cher. Je vais vous poser une question, excusez-moi, c'est à mon tour de vous poser une question. Je vais voir même au téléspectateur, je ne sais pas combien on peut payer à un médecin qui sauve la vie du bébé et de la maman. La santé, c'est parce que les médecins touchent à ce qu'il y a de plus précis en l'être humain, la santé n'a pas de prix. Oui. Je vous dis, on peut me payer 1 000, 5 000 $, mais par rapport à la vie de ce bébé-là, par rapport à la vie de mais vous, personnellement, comment vous vous sentez quand vous réussissez une telle opération en soi? Vous êtes fier de vous? C'est-à-dire que la plus grande satisfaction du médecin en ce moment, c'est lorsque sa patiente est satisfaite. Et après l'argent. Ah, non. La satisfaction, l'argent, c'est la loi qui dit. La loi qui a instauré les paiements partout à travers le monde, ça se paye en fonction de l'organisation. Voilà. Donc, mais ce n'est pas surtout l'argent, parce que ça n'a pas de prix. Voyez. Alors vous êtes docteur Betou Isidore, je vous ai présenté au début, gynécologue. Obstétricien. Absolument. Comment... Échographiste. Voilà, très bien. Merci docteur de rappeler tout cela. Mais comment ça vous fait? C'est quoi la particularité d'avoir choisi ces domaines-là? Est-ce que ça vous générait si on vous présente aujourd'hui comme les réparateurs des corps de femmes? C'est une passion pour moi. C'est depuis mon enfance. Je ne dirais même pas depuis mon enfance, depuis l'école primaire. C'est un métier qui m'attirait. Très souvent, je me retrouvais dans un dispensaire de notre rue. Hein? Moi, j'ai grandi à Lemba. Il y avait un dispensaire de l'autre côté. Nous étions, comme on dit, Banda Kwaitash. Et très souvent, si je ne suis pas à la maison, je suis sur un terrain de football. Si je ne suis pas sur un terrain de football, je suis là-bas. Et je regarde. Même l'assistant, en ce moment, ce sont des assistants qui étaient là, les assistants médicaux, s'étonnaient de me voir très souvent là-bas. Et puis un jour, on a parlé avec mon père. Vous recevez, puisqu'on est vraiment à la fin, ce sont les dernières secondes de l'émission, puisque vous recevez, vous consultez les femmes. Qu'est-ce qu'elles vous disent très souvent? Comment vous trouvez la femme, docteur? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si je dois les énumérer ici, nous allons dépasser le timing que vous avez donné. Il y a beaucoup de choses. Ça dépend de ce qu'elle veut dire. Pour sa grossesse, pour sa maladie, pour son couple, parce que les médecins ne soignent pas seulement que la maladie, ils soignent aussi le malade, ça veut dire la personne.
Donc il y a beaucoup de choses, c'est en Mais fonction. au-delà d'une femme qui vous impressionne par rapport à son corps, comment vous faites pour rester professionnel en tout cas? Voilà, il faut rester professionnel. Vous êtes là pour travailler. Maëlle Nayo, Makanisino, Mobimba Nayo, c'est le travail que vous faites. Vous envoyez une dizaine par jour, dites-moi un peu. Vous croyez qu'on va toujours être attiré? On m'a dit, pour résister, il faut vite se marier. Non, c'est pas seulement ça. Ça dépend de... Moi, je suis marié. Oui. Je suis marié. Hein? Je suis père des enfants. Mes enfants, j'ai même des cocos maintenant. Oui. Donc, c'est pas nécessairement d'être marié. Attends, avant que je ne sois je me marie. C'est-à-dire déjà pendant la formation, hein, on nous inculque ces valeurs. Il y a la déontologie. Hein, on nous inculque ces choses-là pendant la formation. Et là, ça dépend de votre éducation, l'éducation de la personne elle-même. Hein, du respect qu'elle se donne. Si la personne, le médecin se respecte, il va respecter sa patiente. À 70%, les médecins gynécologues sont des amoureux, des femmes à la maison qui fuient leurs patientes. En tout cas, ça sera tout pour ce soir. Merci, docteur Isidore. Bon, on répondra à ça. Je répondrai à ça prochainement parce que le temps nous fait des fois. Voilà. C'était FM Santé. Merci, docteur, d'avoir répondu à notre invitation, surtout en répondant aux questions de nos téléspectateurs. C'est donc terminé. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à fabriquer cette émission. On vous retrouve le vendredi prochain. On continuera à parler santé publique. Merci.